Bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série où je reçois des professionnels de l'industrie pour discuter de marketing, publicité et du monde des affaires. En plus d'avoir cofondé l'agence Adviso au début des années 2000, une agence numérique qui s'est récemment repositionnée comme cabinet d'experts stratégiques 360, mon invité d'aujourd'hui est également conférencier et professeur associé à HEC Montréal. Jean-François Renaud n'a jamais eu peur de faire les choses différemment ou même d'aller à contre-courant. Passionné par la stratégie et la performance en affaires, il accompagne depuis 20 ans ses clients en leur offrant des perspectives et des outils pour éclairer leurs décisions et assurer leur pérennité. Jean-François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Ali, merci pour l'intro, c'est trop. Jean-François, je pense souvent à notre parcours professionnel comme une série de dominos alignés, avec le premier domino qui va pousser le deuxième va pousser le troisième, et ainsi de suite. Ça va nous faire avancer dans notre parcours. Dans ton cas, ça a été quoi le premier domino qui a initié ton parcours en com puis en pub? Le premier. Écoute, je le sais pas. Je pense que c'est mon père. Je pense que c'est mon père qui m'a comme qui m'a donné l'amour de la business alors que j'étais tout petit. Fait que ça commence vraiment tôt, là. Ça commence vraiment très tôt. Ouais. Il faisait quoi ton C'est père? la famille. Il était comptable, imagine-toi. Non, c'était un comptable malheureux qui aimait pas être comptable. Puis il trouvait toujours des prétextes pour faire autre chose que de la comptabilité. Puis il allait, il allait dans des souvent il est devenu à un moment donné, il avait fondé un bureau de comptable avec des collègues, puis finalement il allait chez ses clients, il devenait comme un peu gestionnaire chez ses différentes entreprises clientes, puis notamment il était dans la distribution de la bande dessinée, il s'occupait des bandes dessinées de Dupuis. Donc j'avais moi les auteurs là, j'ai eu toutes sortes d'auteurs de bandes dessinées, de dessinateurs aussi chez moi très connus, qui sont venus à la maison, puis ça m'a vraiment donné je pense c'est là que j'ai compris que tous les contacts, le réseau, la business, c'était humain. Puis ça m'a vraiment donné le goût de. Ouais, je pense que c'est vraiment lui qui m'a donné ce goût-là. Puis de voir que ton père n'était pas nécessairement heureux dans son métier, est-ce que toi, ça t'a... Il était pas malheureux dans son métier. Il était malheureux dans le chemin scolaire qu'il avait pris. Mais tu sais, je pense qu'il a pas aimé finalement le quotidien de la comptabilité, mais il a trouvé le moyen. Il a toujours trouvé un chemin pour être heureux finalement, tu sais, dans son à travers en utilisant ce parcours-là, il a trouvé le moyen de pousser un domino différent peut-être que celui que son parcours initial lui aurait demandé de pousser, là, pour continuer avec ta métaphore. Puis, est-ce que tu l'accompagnais parfois avec des clients? Est-ce que tu le shadowais un peu? Non, non, là on parle de j'avais 5 ans là. OK. Fait que je shadowais pas grand-chose à 5 ans, mais j'avais des non, 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 ça a commencé très tôt. Après ça, tu sais, après ça, je pense que c'est vraiment une espèce de. Moi, j'étais un gars qui avait un côté. Quand même un bon communicateur, trop même, parce que tu sais, je communiquais beaucoup trop à l'école, puis j'ai eu des problèmes de comportement, moi, dans le fond, tout mon primaire puis mon secondaire. J'ai même été renvoyé de l'école secondaire en secondaire 2. Mais tu sais, j'étais très, très communicateur avec les profs, là. Tu sais, j'étais pas comme quelqu'un qui avait pas de relation. J'avais comme une relation trop grande avec les profs. Je me permettais trop de leur parler, je me permettais trop de leur demander des choses. Mais de l'autre côté, j'avais un petit côté geek, là. Tu sais, je jouais beaucoup. J'avais beaucoup d'activités autour de l'ordinateur, là, des BBS, des jeux, programmer un petit peu aussi. Fait que j'avais comme un côté dans le monde de la geekness, puis un côté dans le monde d'être un petit bum à l'école, dans le fond. Fait que ça a développé beaucoup mes social skills, cet aspect-là. Ton côté geek, ça t'a pas donné le goût à un moment donné de vraiment t'aventurer dans cette niche-là puis de devenir un développeur? On dirait que je savais que, ça va vraiment paraître bizarre ce que je vais dire, mais on dirait que je savais que les geeks auraient eu besoin de l'aide d'un communicateur qui les comprend. On dirait que Hum. je sentais que je me sentais pas assez euh, focus sur le code ou même capable de faire ça de manière profonde et formelle, mais je savais que je pouvais les comprendre. Je savais que j'étais. Puis on dirait que c'est ça qui m'intéressait, c'est d'avoir un pied dans les deux mondes. Un pied dans le monde des bits, puis un pied dans le monde des humains. Ça, c'était vraiment mon. C'est là que je sentais qu'il était mon sweet spot. Ça, c'était assez tôt quand même que j'ai découvert ça. Puis fast forward, tu as fait un bac en administration des affaires. Tu as ensuite découvert la maîtrise en commerce électronique, Ouais, exact. qui était une nouvelle maîtrise.
qui dans était le une nouvelle temps. maîtrise. Puis c'est là que, tu sais, c'était vraiment justement la concrétisation de ces deux côtés-là que j'avais. Je pouvais aller être moi-même là-bas parce que je sentais que c'était vraiment là que this is where I belong, là, dans un sens. Puis j'ai été tellement chanceux parce que je finissais mon bac sans trop d'excitation. Honnêtement, je savais pas ce que tu sais, j'étais mêlé, là. Puis là, j'ai été accepté en maîtrise en management. Puis, je vais être honnête, je suis pas sûr que je comprenais à cette époque-là ça voulait dire quoi, le mot management, exactement. J'y allais vraiment, là, tu sais, de façon mécanique, là, et non pas excité et enthousiaste. Puis là, il y a la maîtrise en commerce électronique qui m'a dit, vous êtes préapprouvé si jamais ça vous tente. Et pour moi, c'était comme, tu sais, j'ai vraiment été chanceux, là, de croiser ça sur ma route, là. Puis, c'était quoi l'ambition pour toi après les études? Honnêtement, là, je pensais pas à ça, moi. Je pensais aux amis, j'étais pas à 20, ça, on parle de 21 ans à peu près, là. J'étais pas, non, j'étais pas vraiment hardcore entrepreneur, là, pas du tout. Je pensais pas que j'allais fonder une entreprise, en fait. Puis, tu termines ta maîtrise. C'est quoi le plan de match dans ce cas-là? Je termine ma maîtrise, puis là, j'ai vraiment découvert, tu sais, j'étais un gars de 75% à pas faire grand-chose, là, qui faisait rien au bac, qui faisait le minimum du minimum, en toute transparence. Puis quand j'ai commencé la maîtrise, là, j'ai vraiment commencé à travailler pour la première fois de ma vie à l'école. Et ça a vraiment payé. J'ai eu des notes absolument exceptionnelles, là. J'avais jamais eu ça de ma vie, là. J'ai gagné la bourse d'excellence. C'était pour la première fois que j'étais cité dans un gala quelconque. Habituellement, j'étais plus cité à comparaître devant le directeur parce que j'avais fait une niaiserie. Fait que, tu sais, c'était comme, pour la première fois, tu sais, c'était vraiment un signe clair que j'avais découvert ma passion, mais je savais pas exactement ce que j'allais faire en sortie parce que on était à l'époque, et la bulle du web venait d'exploser, là. Fait que les compagnies se retiraient finalement de l'Internet à cette époque-là, retiraient leurs dollars de l'Internet, leur budget de l'Internet. Les équipes qui avaient été créées en 95, 96, 97 pour faire du web étaient comme un peu en mode, on parle de 2001 environ, ils étaient en train de se faire briser, détruire, parce que là, tout le monde se rendait compte que, finalement, peut-être que l'Internet, ce n'était qu'une mode, là. Tu sais, c'était un peu ça l'ambiance. Fait que c'était un peu inquiétant pour nous qui sortaient de cette maîtrise-là, mais on dirait que j'avais quand même confiance. Mais une chose était sûre, je voulais faire du web. Je voulais qu'il y ait une composante digitale importante dans ce que j'allais faire. Et c'est pas vrai que j'allais faire du marketing traditionnel. Ça, c'était très, très clair pour moi, mais je savais pas quelle forme ça allait prendre. Ça, C'est... est-ce que Non, ça a vas-y. duré longtemps, cette inquiétude-là auprès des marques, des entreprises par rapport au web? Est-ce que c'est juste une tendance puis ça s'est essoufflé ou est-ce que non, le futur est vraiment là? Ça a duré combien de temps après les années 2000? Ça a pas duré si longtemps, mais tu sais, c'était comme... je pense que ça passait d'une étape où dans 95 à 2000, là, c'était genre notre business va être complètement changé par ça. C'était un peu ça tu sais, on va revoir les modèles d'affaires. Les gens mettaient des gros dollars sur des projets qui avaient peut-être pas assez de profondeur de business, justement, qui avaient pas assez de réflexion business derrière. Puis là, en 2000, on dirait que c'est devenu un peu 2000, 2001, 2002, là, on dirait que c'est devenu un peu ben finalement, le site web, c'est un outil de communication, puis il faut que ça soit beau, puis tu sais, on était un peu dans cette vague-là, on était moins dans la révolution, on était plus dans juste la com pure et dure. Puis moi, je savais que c'était plus profond que ça. On dirait, en tout cas, j'y croyais fermement. Tu sais, j'avais la naïveté aussi. Ça, c'est une des belles armes que tu as quand tu sors quand tu as 21 ans, 22 ans. T'es hyper naïf, innocent. Puis ça, c'est une des plus grandes forces que tu as comme entrepreneur parce que tout est possible. Tu sais, t'as comme rien, t'as pas d'enfant, tu sais, t'as pas de maison à payer. T'es comme, t'as pas l'insécurité qui vient avec. T'as pas peur de te lancer, autrement dit. Est-ce qu'on la perd, cette naïveté, avec le temps? Ben oui, je pense que oui. On devient plus on sait de choses, plus on devient riscophobe, je pense, plus on devient qu'on comprend ce dans quoi on s'embarque. La beauté de cette innocence-là du début, c'est que t'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Fait que tu le découvres au jour le jour, puis il est comme trop tard pour reculer à un moment donné, mais tu sais, mais quand tu le sais, ce que tu sais, ben c'est difficile de faire comme si tu le savais pas. Puis est-ce que c'est cette naïveté-là qui t'a poussé à lancer ta propre agence? Non, ce qui m'a poussé, honnêtement, en toute transparence, la personne, c'est pas, ça vient pas de moi l'idée du tout. C'est mon ami Guillaume Brunet qui est aujourd'hui l'agence Substance. C'est lui qui a eu l'idée, qui est venu me voir, puis qui m'a dit, Jean-François, je pense qu'on devrait partir d'une business ensemble. Puis
en toute transparence, je le savais pas, moi. J'avais pas pensé à ça. Tu sais, j'étais pas rendu là. Puis j'y ai dit oui spontanément, quand même. C'était assez clair que c'était la chose à faire. Mais j'y avais pas pensé là, 5 minutes avant qu'il me le demande. Euh, et là, c'est là que ça a commencé à cheminer. Ouais. Puis, moi, je discute énormément avec des entrepreneurs, là, puis une thématique qui revient souvent, c'est les partenaires en affaires. Puis Ouais. tout le monde semble dire que c'est comme un mariage, dans le sens où il faut avoir un alignement au niveau de la vision, au niveau des valeurs, des ambitions, la chimie en général. Puis, tu sais, un mariage à deux, ça apporte déjà son lot de défis. Mais toi, tu as décidé d'être un polygame en affaires puis d'avoir trois partners. Ouais. Donc, vous êtes lancé à quatre. Ma première question, c'est qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Puis mon follow-up, c'est quoi les apprentissages que tu as fait par rapport à cette expérience-là? Il y avait, il y avait deux messieurs qui étaient vraiment importants pour moi dans ma vie d'un point de vue business. Il y avait mon père, puis il y avait André Gauthier, le fondateur de LGS, qui est le père d'un de mes super bons amis d'enfance. Euh, Puis André, il m'a toujours dit, moi j'ai parti LGS à 3, puis c'était une erreur. Fais jamais cette erreur-là. Parce que lui, il a finalement sorti je sais pas quel des trois, là. Il était trois là-dedans. Puis il y a une personne qui était partie. Fait que là, je savais que 4, c'était pas une bonne idée, mais je savais que 3, c'était encore pire. Fait qu'on dirait que fait que j'avais comme et là Guillaume m'a dit ah on devrait prendre telle autre personne, on devrait prendre puis moi je dis ouais, j'ai une autre personne aussi que je pense qu'on devrait prendre puis finalement je le savais que ça allait peut-être honnêtement dans le fond de moi-même, j'étais pas certain que ça allait fonctionner les quatre. Sauf qu'on était dans un monde où on voulait créer une entreprise qui allait amener une espèce d'offre de service qui était très très différente finalement de celle qu'il y avait sur le marché puis je me suis dit ben regarde on verra. Mais je savais que je faisais potentiellement une erreur. Honnêtement, là, c'était comme une erreur, mais je savais aussi que si je faisais pas cette erreur-là, les personnes avec qui on partait, euh, c'était des amis. Fait que si je savais que je les perdais comme amis tout de suite si je les Mm. prenais pas. Mais tu sais, on s'entend là, que c'est pas une bonne réflexion business. C'était comme l'amitié et la business qui se mélangent, c'est exactement ce que tu veux pas. Puis tu sais, puis le learning que j'ai eu après, c'est que finalement, tu sais, tu parlais de les valeurs, tu parlais tu sais pas, tu sais, tant que tu l'as pas essayé, tu le sais pas comment le quotidien va se dérouler, tu sais. Puis je me suis rendu compte finalement, tu vois, que la personne avec laquelle, après 3 ans de collaboration, les quatre, pardon, c'était vraiment avec la personne avec laquelle j'étais le moins ami à la base, que Mm. finalement, on s'est découvert une complémentarité excellente, puis tu sais, et ça a été quand même tout un. Oh, il y a des learnings. Puis là, après ça, tu sais, tu parlais de mariage à quatre. Ben, il y a eu divorce à quatre après aussi. Mm. Donc, 3 ans plus tard, il y a eu divorce à quatre. Là. Ça a été complexe quand même. Il y a eu des anecdotes assez croquantes là, avec cette affaire-là. Tu sais, à un moment donné, il y a eu un appel d'offres d'une très grande entreprise que je nommerai pas. Puis il y a eu il y a eu une proposition d'Adviso contre Adviso qui a été envoyée à cette compagnie-là. Là. Ah, wow. Tu sais, ça a pris des formes aussi farfelues que ça, cette situation-là. Fait que ça a duré peut-être 6, 7 mois. Non, de mai à août à peu près, ouais, non, 4 mois, 4, 5 mois. Ça a duré de cette espèce de moment-là, weird, où on est deux contre deux, puis on sait même pas qui va avoir l'entreprise à la fin, là. Fait que, et finalement, le learning, dans le fond, mais où je te rejoins, puis où c'est encore plus, pour moi, ça a été, parce que finalement, c'est avec Simon que j'ai fait, tu sais, après ce moment-là, en 2005, c'est avec Simon que je suis parti, tu sais, qu'on est restés les deux finalement. Puis Simon, c'est comme Simon et moi ensemble, c'était comme tu sais, c'était 1 + 1 égale plus que 3 là. C'était vraiment un actif important là. Tu sais, pour moi, c'est comme sans notre partenariat, il n'y a rien que ça qui aurait été possible. C'était la force brute d'Adviso, elle venait exactement de ce partenariat-là. Vraiment. Mais c'est intéressant parce que je lisais une statistique récemment qui disait que les partenariats en affaires, quand c'est un membre de la famille, quand c'est un ami ou quand c'est un étranger, ceux qui ont le plus haut taux de succès, c'est avec un étranger total parce que souvent la décision est basée sur des faits, sur les skills, sur la complémentarité versus des émotions. Euh, dis-moi, est-ce qu'il y a un mandat qui a mis Adviso sur la map dans les débuts? Oui, 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 il y en a eu plusieurs. Ben déjà, il y en a eu un avec quand on était dans la période
de brouhaha là, entre les deux. Il y a eu le groupe Germain qui nous avait donné un mandat, puis il y avait Christiane Germain qui est absolument une femme absolument exceptionnelle que je l'ai vue là, tu sais, être une personne bienveillante et qui voulait nous aider, puis qui en même temps euh, ça a été un gros mandat pour nous. Ça n'a pas été un si gros mandat en termes financiers, mais ça a été un gros mandat en termes de confiance, en termes de, tu sais, pour se donner la confiance que on était capable de convaincre des brands qui étaient vraiment intéressants. Ensuite de ça, il y en a eu plusieurs là quand même. Après là, on a eu des mandats, notamment un gros avec Auto 123, qui était un gros portail automobile qui existe toujours aujourd'hui. Puis je me rappellerai toujours on avait, tu sais, à l'époque du SEO, il y avait pas, tu sais, c'était pas tant de monde qui faisait ça, du référencement, là, d'indexation. Puis on avait à peu près en 2 ans, on avait doublé, même presque triplé le trafic de ce site-là. Un site qui avait on parle dans les millions de visites mensuelles, là. Fait que ça avait vraiment donné beaucoup de crédibilité à Adviso, beaucoup de confiance aussi. Puis c'est des clients qui nous ont vraiment fait confiance. Ça a été un mandat de longue haleine aussi, plusieurs années consécutives. Il y a eu aussi des anciens, des gens qui quittaient parce que c'était une toute petite entreprise Adviso. Là, tu sais, on était 5-6 dans un bureau, mais des anciens qui quittaient parce qu'ils s'en allaient travailler du côté annonceur puis qui nous appelaient. Tu sais, je me rappellerai toujours Elisabeth, qui est notre CEO aujourd'hui. À l'époque, elle avait quitté, puis elle nous a appelé, puis elle nous a donné un mandat pour Ford à l'époque. Hmm. Mais tu sais, pour un gros montant en SEM, là, mais je te parle d'un gros montant en 2006-2007 là, de SEM, là. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup des gros mandats de SEM à Montréal. On avait eu ce mandat-là. On avait travaillé à l'international aussi, grâce à Elisabeth aussi, qui était chez Sidley, puis elle nous avait donné un mandat avec Adidas. Tu sais, fait que il y en a, mais il y en a eu plein d'autres, là. Tu sais, mais ça a été vraiment la confiance que ça nous a donné, là. Plus tard, un des gros mandats qu'on a eu, qui nous a vraiment donné beaucoup de confiance. Puis c'est drôle parce que j'étais avec le gars qui a rendu ça possible cette semaine à la semaine numérique à Québec. Je l'ai croisé, Steve Cristofaro, qui travaillait chez Vacances Air Canada. On a commencé à travailler avec eux. Puis pas longtemps après, ils nous ont présenté les exécutifs chez Air Canada. Puis ils nous ont confié le SEM là, ça a pris quelques semaines, puis on avait le SEM d'Air Canada. Ça a été un gros game changer pour Adviso parce que non seulement on a eu le SEM, mais pas longtemps après, ils nous ont demandé de faire les bannières, même si on n'avait jamais fait de bannières. Mais ils nous ont dit, vous avez le bon thinking. Vous avez un thinking différent des agences de création qui gèrent nos bannières actuellement. Puis on vous le donne. On a dit, ouais, mais on n'a jamais fait ça, là. Tu sais, c'est rare que tu vends un mandat. D'habitude, tu vends un mandat en montrant Les réalisations. tes réalisations. Là, c'était en montrant notre humilité dans un sens qu'on l'a eu, tu sais. Puis tu sais, on s'entend, là, le budget digital, le budget média d'Air Canada, c'était un des plus gros au Canada, là. Fait que je dirais ça a été extrêmement game changer pour nous. Puis valorisant. Ça, je trouve ça vraiment valorisant, là. Un client qui fait confiance, même si tu n'as jamais exécuté un type de mandat, mais il fait confiance aux personnes qu'il y a devant eux. Aux personnes, puis au thinking, à l'espèce de Ouais. mindset. On avait un mindset quand même assez différent de l'industrie, là. Tu sais, je te disais, les gens étaient très hein. Ils faisaient des sites web avec des intros flash à l'époque, là. Puis nous autres, on était comme, ben non, c'est exactement pas ça qu'il faut faire. Faut que tu sois découvert. Faut que tu aies du trafic. Tu sais, c'est comme, OK, il sera un peu moins beau ton site, mais si tu as du trafic dessus, il va se passer des choses dans ton magasin, il va se passer des choses dans ton compte de banque, tu sais. Si tu as un beau site avec un gros intro flash, tu vas peut-être gagner un prix, mais c'est tout, là. T'es un gars de stratégie, puis on va avoir la chance d'en parler. Jean-François, on passe au segment de la grande idée. Vous avez récemment entamé un processus de repositionnement chez Adviso. Oui. Vous êtes passé d'agence numérique à cabinet d'experts stratégiques 360. Fait que dis-moi, qu'est-ce que ça fait un cabinet d'experts stratégiques, puis pourquoi vous avez senti que c'était nécessaire de faire un repositionnement? Ben, c'est-à-dire que depuis le début, quand on était les quatre, là, au début, on s'imaginait comme un bureau de conseil. OK? On s'imaginait pas du tout comme une agence. On voulait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, tu sais, euh, quand les gens disent le mot agence, ça me fait un peu retrousser le poil sur les bras parce que c'est, pour moi, une agence, ça vient aussi avec il y a un côté excitant, il y a un côté nimble, il y a un côté euh, liberté d'idées, il y a plein de côtés positifs à l'agence, mais il y a aussi des côtés un peu moins positifs, comme par exemple, tu sais, l'agence était réputée pendant des années pour squeezer le maximum de ses employés, les agences étaient réputées pour des fois manquer de transparence, tu sais, il y a toutes sortes de. Puis
moi, pendant des années, je voulais pas qu'on s'appelle agence parce que je voulais surtout pas qu'on soit rattaché à cette sémantique-là parce que justement, c'était l'inverse qui était. Il y avait toutes ces affaires-là. Moi, je voulais pas que ça se passe chez Adviso. C'était super important pour moi. Ça l'est toujours aujourd'hui, je pense. Tu sais, bon, on travaille fort, mais nous, notre but, c'est que à 5-6 heures le soir, tu sois avec ta famille puis que tu n'aies pas l'email d'Adviso. Tu sais, c'est comme ça, c'est super important pour nous. Fait que le côté agence, je le voulais pas, moi, à la base, depuis toujours. On a toujours fait beaucoup de consultations aussi. Euh, Puis à un moment donné, puis tu sais, il faudrait que tu poses la question à Elisabeth parce que c'est elle qui a piloté ce positionnement-là. Moi, j'ai vraiment donné à la relève le si on veut, j'ai participé à l'exercice de positionnement, mais je les ai vraiment laissés. Tu sais, je voulais que ce soit leur positionnement. Tu sais, c'est important pour qu'ils puissent euh, prendre être confortables avec le positionnement qu'ils choisissaient. Tu sais. Fait que c'est comme une renaissance de quelque chose qui était déjà là, combiné au fait aussi de se détacher du numérique. Je t'explique pourquoi. Tu sais, nous, on était tagué numérique très fortement. Là. On a toujours été numérique, on est né du numérique. Puis, à un moment donné, on signait nos affaires, on disait Digital Native since 2002. Tu sais, on disait comme on est des natifs du numérique, on n'est pas une agence traditionnelle qui essaye de devenir numérique. Puis là, on dirait que c'est l'inverse, nous, qu'il faut faire. Nous, on fait le chemin inverse de beaucoup d'agences. C'est-à-dire qu'on s'en va il faut qu'on s'élargisse aux problèmes d'affaires, tout simplement. Tu sais, qu'il soit numérique, qu'il soit traditionnel, si tu as quelque chose qui t'empêche de croître, si tu as quelque chose on veut être là pour t'aider à l'unlocker, tu sais. Puis ça donne que du numérique, maintenant, il y en a dans tout. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est pas, fait que c'est ce croisement-là entre les deux. Fait que c'était le côté relève, c'était le côté retour aux sources de consultation pour aller chercher, pour aller aussi frapper plus au core des modèles d'affaires des entreprises. Moins être sur la com, puis être sur la surface de com, tout ça, tu sais, puis se détacher du numérique, se dédouaner un peu du numérique, parce que, tu sais, puis je vais pas faire de fausse modestie, on pense qu'on est crédible en numérique, tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin de dire le mot numérique à côté d'Adviso pour que les gens ils sentent qu'on est solide en numérique, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça, je te dirais qu'il y a derrière ce positionnement-là. Mais moi, ce que je comprends aussi, c'est que vous voulez passer moins rapidement en tactique, puis prendre le temps de réfléchir, puis de creuser, puis de voir le problème il est où réellement, avant d'essayer de mettre un petit pansement sur le bobo, là. Absolument. Puis on a toujours été comme ça, mais c'est vrai que des fois, quand ton client il arrive puis il pense que tu fais des tactiques, il veut des tactiques, fait que c'est dur de le ramener à. Fait que c'était plus. Nous, on a toujours voulu le faire, on a toujours pensé comme ça, mais des fois, on avait de la difficulté parce qu'effectivement, ce qu'on se faisait demander, c'était comme, hey, tu veux-tu me gérer cette campagne média-là? Fait que, et on va aller plus loin que ça. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Moi, je l'ai souvent dans notre boîte de prod, là. On se fait approcher par des clients avec une vision extrêmement précise de ce qu'ils veulent. Mais souvent, c'est pas la bonne chose à faire, là. Puis c'est vraiment difficile de prendre un pas de recul puis de leur dire on peut-tu prendre 2-3 semaines juste pour analyser, creuser un peu plus. Puis ça m'amène un peu à l'élément de planification stratégique. Toi, tu es un grand fan de planification stratégique. En 2024, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, que ce soit la pandémie, les guerres du côté de la Russie puis de la Palestine, les problèmes d'approvisionnement qu'on a connus, les pénuries de main-d'œuvre. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une planification stratégique qui va couvrir plusieurs années? Non, je pense pas, mais non, définitivement pas. Par contre, je pense que c'est important d'avoir de la donnée, c'est important d'avoir du data. Puis moi, je vois une planification stratégique comme une hypothèse. Puis je trouve que quand tu fais une hypothèse, puis tu la suis avec des données, tu as plus de chances d'apprendre quelque chose que si tu t'en vas 100% à tâtons, puis que tu sais, si tu dis une hypothèse, tu vois que tu t'éloignes ou tu te rapproches de cette hypothèse-là en suivant des données de très près, ben je trouve que c'est la bonne façon d'aborder, même en tant que chaos. Tu prends un bet, tu prends une position. Parce que si tu es dans une position où tu sais, une planification stratégique, ça veut dire that's what we're doing. C'est ça le play qu'on fait. Ne pas avoir de planification stratégique, c'est comme ne pas faire de choix, c'est comme ne pas choisir de direction. Puis ne pas choisir de direction, ça veut dire d'être un peu sur la défensive, être passif. Puis ça, je pense pas que c'est une bonne stratégie pour personne. Tu sais,
Nous, en tout cas, on croit à être une entreprise qui a une force d'opinion, qui prend des décisions bold, qui veut pas faire les choses comme ça doit être fait, mais comme nous, on pense que ça va nous aider à faire les choses. Donc, on a toujours été un peu, tu sais, Adviso a jamais été comme classable dans une catégorie agence de création, agence de, tu sais, on a toujours été un peu weird, comme, puis on aime ça comme ça dans un sens parce qu'on fait notre propre chemin. Puis, tu sais, le web, ça nous a appris aussi, parce que l'intelligence artificielle, la courbe qui se passe en ce moment, c'est un peu la même courbe qu'il y a eu il y a quelques années avec l'arrivée du web dans le monde des affaires. Fait on le voit comme, tu sais, on était habitués, nous autres, à des changements. Fait qu'on dirait que c'est notre mode d'opération naturel dans un sens. Tu as parlé de données, tu as parlé de data. Une de vos forces chez Adviso, ça, là, c'est la science des données. Pour une entreprise dans le B2B, par exemple, là, disons que c'est une entreprise de location d'outils de construction. Mhm. Je dis ça parce que j'étais avec un client hier là, dans cette industrie-là. Donc, euh, commençons par la base. Là. Quel genre de données est-ce qu'on devrait récolter? Ben déjà, si tu loues des outils, il faudrait peut-être que tu te questionnes souvent dans cette business-là. Puis là, j'ai un client dans ce business-là, moi aussi, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais tu sais, c'est une business où, dans le fond, il faut que tu te saches où est-ce qu'il est ton stock, à quel endroit, puis que tu comprennes bien ta demande. Fait que si tu sais qu'il va y avoir de la demande pour des lifts pour le secteur industriel dans tel moment, ben, faut que tu te déplaces. Et si tu es capable d'écouter cette demande-là en amont, de la prédire, puis de déplacer physiquement tes, tes objets que tu vas avoir, tes outils que tu vas avoir besoin dans la succursale que tu as besoin pour être capable de répondre. Parce que c'est une business, ça, où la décision, elle se prend. Le client, il y a peu de loyauté. Le client, il y a une loyauté pour celui qui l'en stocke au moment où il en a besoin. Donc, si tu es capable, en utilisant la donnée, de tenter de prédire puis de mettre à l'endroit le plus possible ton parc d'outils à l'endroit où c'est le plus pertinent, mais selon moi, tu vas aller chercher, tu vas maximiser tes revenus, tu vas maximiser la satisfaction de tes clients. Fait que c'est un exemple de données importantes. Là. Tu sais, la prédiction de la demande va beaucoup t'aider dans cette industrie-là. Il y a toute la notion aussi de pricing. Le pricing est assez différent. Tu sais, si tu travailles avec quelqu'un en B2C, avec un monsieur, madame qui veut juste un outil qui veut louer un outil pour une journée, puis un autre client qui est un client plus d'une entreprise de construction qui va te louer un outil pendant 3 mois, ben, tu sais, il faut être capable de faire du pricing, de la tarification intelligente en fonction de la valeur de tes clients dans le temps et tout ça. Fait que ça, c'est un autre pôle de data, je pense, qui est assez important à comprendre puis à faire émerger puis être tout le temps à l'écoute pour pouvoir améliorer les choses. Je pourrais te donner d'autres exemples, même si c'est les deux qui me viennent en tête maintenant. Mais c'est deux exemples super pertinents puis très ciblés pour une entreprise qui n'a pas encore commencé. Là. Ça peut sembler quand même assez intimidant comme domaine. Là. Ouais. Par où je commence, c'est quoi la base? Dans tout autre secteur, là, tu parles. Là. N'importe quel secteur. Écoute, je pense que c'est une philosophie, tu sais, si t'as rien fait encore, t'auras pas de data qui rentre, évidemment, là, mais tu sais, je pense que c'est de jamais se mettre dans une position où t'as aucune donnée. Tu sais, je veux dire, par exemple, tu sais, nous, là, ça nous rendait fou. Quand on était tout petit, là, on commençait, là, OK? On a commencé à gérer des campagnes SEM. Je te parle en 2006, OK? On se demandait, on a regardé, on a dit comment ils font les agences de médias pour gérer des campagnes médias aujourd'hui. Ils prennent une commission. OK. Là, on commence à parler à des personnes dans les agences médias, puis on se rend compte que ben, un tel ou une telle a 6 clients, puis aucune heure comptée de rien. Puis c'est comme, ah, ben ce client-là, je passe à peu près tant de temps, puis celui-là tant de temps, puis je dis, OK, puis mettons que moi, je suis un client irritant, puis fatigant, puis je t'appelle à tous les 2 jours, ben il dit, ultimement, il va y avoir plus de mon temps que l'autre qui est gentil avec moi. Fait que je suis comme, OK, toi, là, autrement dit, tes mauvais clients, tu leur donnes plus d'amour parce qu'ils t'appellent sans arrêt, puis tes bons clients, finalement, tu fais pas grand-chose pour eux, puis tu t'encaisses leur chèque, puis il se passe pas grand-chose. C'est ça vraiment là, votre modèle d'affaires. Je dis, ça marche pas. Tu vas exactement à l'inverse de ce qu'il faut faire, il me semble. Tu sais, tu veux comme donner du bon service à tes bons clients, puis entretenir, dans le fond, remercier les bons comportements, puis tu sais, comme. Fait que ça nous a dit comme, non, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Fait qu'on a essayé d'élaborer un système dans lequel on donnait vraiment aux clients
le temps qu'ils nous payaient pour. OK? Ça écœure nos employés parce qu'il faut qu'ils rentrent des heures, nanana. Ah, dans telle agence, j'avais pas besoin de rentrer des heures, je peux dire ce que je veux. OK, ouais, mais comment tu fais pour savoir c'est qui ton bon client puis ton mauvais client? Comment tu fais pour savoir c'est qui le vampire qui va sucer ton sang puis c'est qui le client qui va t'aider, que tu vas aider à grandir puis que lui va t'aider à grandir aussi, tu sais? Fait que c'est niaiseux, mais tu vois, nous, on refusait de ne pas avoir de données, dans le fond. Tu sais, fait que mais c'est dur, là. Faire rentrer des heures à des employés, là, c'est super difficile. C'est des philosophies. C'est des philosophies. Moi, je jase avec une couple de propriétaires d'agences, puis c'est ça. Il y en a qui sont pro feuille de temps, il y en a qui sont contre. L'argument contre, si je veux te challenger, c'est la précision. Est-ce que c'est vraiment précis comme data ou est-ce que c'est plus ou moins 20%? Puis après ça, est-ce que ça nous permet de prendre les bonnes décisions? Je sais aussi qu'il y en a qui vont avec un processus de sélection naturelle dans le sens où, écoute, le fameux client là, qui nous fait vraiment chier puis qui nous prend beaucoup d'heures, ben, à force de chialer puis d'en entendre parler, ben, il y a quelqu'un qui va prendre une décision à l'interne puis de dire que c'est peut-être pas le bon client. Mais je suis curieux de t'entendre, c'est ça. Est-ce que tu trouves que ce sera jamais parfait, là, c'est sûr, mais t'es capable d'avoir du data qui est précis quand même? Écoute, oui et non. C'est un combat tout le temps. Je veux dire, les gens vont gamer les feuilles de temps tout le temps, là. Tu sais, il y a la personne qui veut montrer qu'elle travaille fort, qui va rentrer des heures à des moments weird, qui va en rentrer, tu sais, ou la personne qui va avoir l'air de bien faire son travail, même si elle a dépassé son temps, mais elle veut avoir l'air de le faire correctement, fait qu'elle va le faire le soir sans rentrer ses heures pour avoir l'air de respecter ses heures. Il y en a un autre qui va dire, ben moi j'ai travaillé trop, nanana. Fait que, tu sais, il y a 100%, t'as raison, il y a du gaming de feuilles de temps. Nous, on essaie de dire aux gens, ben, rentrez-les correctement. Nous, si vous dépassez le temps, c'est pas parce que vous êtes pas bon. C'est parce que nous, on l'a mal évalué en amont. Mais il faut l'apprendre. Si on ne l'apprend pas, comment on va pouvoir faire que la prochaine fois, vous serez pas dans la même situation? Fait qu'on essaie d'avoir un dialogue ouvert là-dessus. Mais tu as 100% raison, il y a plein de gaming autour de ça. Mais je reviens à mon affaire d'hypothèse. J'ai dit tantôt, si j'ai une hypothèse puis j'essaie de m'en rapprocher, il y a plus de chances que je me rende que si j'ai rien du tout. Fait que pour moi, je continue à penser que du data avec un SKU, en connaissant le SKU, c'est mieux que pas de data. Moi, je vais m'auto-challenger en disant, il y a des gens qui disent, ben, quand tu as des heures, il faut que tu répondes à tes heures, il faut que tu sais, faut que tu fasses tant d'heures sur tel client, puis tant d'heures sur tel client. T'es-tu vraiment en train de faire le meilleur travail? Tu sais, il y en a qui vont dire, ben, je pense qu'il faut que tu passes le temps nécessaire à le faire. Puis une fois que c'est fait, tu peux passer à l'autre client. Fait que des fois, nous, il y a des gens qui vont dire, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la qualité Ben, je comprends, over la oui, oui. quantité, tu sais. Puis c'est une décision aussi un peu exécutive de dire, tu sais, est-ce que ce client-là, tu sais, il a un potentiel de développement, fait que je vais passer plus de temps au début, puis c'est bien correct parce que c'est intentionnel. Puis après ça, ça va se stabiliser, ça va faire plus de sens. Mais ça, c'est une discussion qu'il faut avoir selon moi, là. Ben, c'est ça. T'sais, nous autres, on a toutes sortes de systèmes pour essayer de montrer ça. T'sais, on va avoir des systèmes de non facturables. On va dire, regarde, ce client-là, on veut dépasser du temps dessus. Puis on veut surtout que toi, en tant qu'employé, tu sois. Tu sais, si tu fais faire un pitch à tes employés, mais que tu leur donnes pas les moyens de se sentir. Tu sais, si tu leur dis, tu as tes heures facturables cette semaine, mais tu as un pitch à faire en plus, puis que ces heures-là sont pas comptées, mais là, tu sais, comme l'employé, il va dire, coudon, fait que nous, on essaye de dire, ben, si tu as un pitch à faire, ça compte autant que si tu travaillais vraiment sur des heures. Fait que dans le système, nous, on le sait que c'est des heures qui nous rapportent rien, mais l'employé, lui, c'est aussi bon pour lui de travailler sur ça que sur un client. Tu sais, il y a toutes sortes de systèmes comme ça qu'on veut mettre en place pour être sûr de d'avoir le, tu sais, que la personne elle soit bien dans ce sur quoi elle travaille, puis elle a confiance d'avoir la reconnaissance qui vient avec. Tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de petits systèmes comme ça dans notre système de gestion pour refléter ces affaires-là. Est-ce que c'est parfait? Vraiment pas. Est-ce qu'on est toujours en train d'essayer de l'améliorer? Oui. Est-ce qu'il y a des affaires qu'on a de la misère à tacler, puis que ça fait 5 ans qu'on parle ou 10 ans qu'on parle, puis qu'on n'est pas capable? Oui, aussi. Mais je peux te dire en affaires, c'est que du data, on en a. Puis on essaye le plus possible d'avoir un rythme autour de cette data-là, à le regarder, à le challenger. Puis c'est comme ça, en le faisant vivre, dans le fond, au quotidien, c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Mais il y en a qui préfèrent pas de data puis se fermer les yeux. C'est leur choix. Puis c'est sûr que si c'est quelque chose que vous conseillez à vos clients de ne pas le faire, ça serait un peu. Je sais pas. Je pense que ça fait tellement du sens là, pour vous comme entreprise de le faire parce que vous êtes un peu votre propre. Ben, vous Oui, testez sur vous-même là, en quelque sorte.
le data en soi, euh, ça peut avoir beaucoup de valeur, ça peut avoir absolument aucune valeur parce qu'on peut avoir des colonnes et des colonnes là, de données, mais on ne sait pas quoi faire avec. Si je suis un e-commerce, disons, j'ai du data sur mes transactions, sur le moment des transactions, sur mon repeat purchase. Euh, c'est quoi le processus dans lequel je dois passer pour transformer les données en insight? Ben, c'est déjà, comme je te disais, d'avoir un rythme autour des données. Parce que, comme tu dis, si tu as des colonnes de données qui se remplissent, mais qu'il n'y a personne qui les regarde, puis qu'il n'y a personne qui a la responsabilité d'agir dessus, ben, il se passera absolument rien. Donc, déjà, d'un rythme, puis une crédibilité des gens qui la regardent, de pouvoir agir dessus, de pouvoir lever un flag, puis de pouvoir avoir une écoute dans l'organisation. Tu sais, c'est très humain avant tout, là. C'est très humain, organisationnel. Ça prend la bonne data aussi. Puis, puis ça prend les couilles de faire des changements, tu sais, sur cette data-là. Ça prend euh, ça, c'est niaiseux, là, mais ce que je viens de te dire là, c'est la base. Tu sais, c'est comme les gens, souvent, ils vont travailler beaucoup sur le. Nous autres, on parle toujours des 3 P, là, la plateforme, les personnes, puis les processus. Fait qu'il y a tellement d'énergie puis d'attention sur les plateformes. Là, c'est moins vrai qu'avant, je trouve. Mais pendant longtemps, là, c'était comme, OK, je devrais-tu avoir Google Analytics ou Adobe Analytics ou tout ça? C'est comme, je devrais-tu utiliser tel outil dans votre courriel ou tel outil dans votre courriel? C'est comme, regarde, on s'en fout. Prends-en un. Même si il est 60% des features que tu as besoin, utilise-le, tu sais. T'es mieux d'utiliser un outil à 60% que de pas utiliser un outil à 80, 100%. Fait que fait que le people process pour nous est plus important finalement que la plateforme. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois qui est raté là, dans les organisations. Beaucoup trop de conversations autour des mauvaises affaires. Fait que ça, c'est la première chose. Tu sais, c'est de vraiment avoir ce setup-là équilibré. C'est la première chose. Après ça, des données, ben tu l'as dit, tu sais, c'est comme en e-com, tu as le funnel, puis le funnel, là, dedans, tu as un average order value, tu as un taux de conversion, tu as un nombre de visites requises pour que j'ai besoin d'avoir pour que le nombre de conversions que je souhaite avoir arrive. Tu as un coût pour ces conversions-là, tu as un coût pour ces visites-là, tu as des problèmes de notoriété. J'ai-tu assez de notoriété, pas assez de notoriété? Tu sais, fait que d'avoir encore là un, un, un funnel avec des KPI à chaque endroit qui te permet de savoir il est où ton problème. Tu sais, si encore là, tu as des hypothèses. Tu dis là, je sais que j'ai besoin de 100 000 visiteurs pour avoir mon chiffre de vente actuel. OK, j'ai juste 50 000 visiteurs. Qu'est-ce qui fait que j'ai juste 50 000 visiteurs? J'ai-tu un problème de notoriété ou j'ai un problème d'investissement? J'ai-tu un problème de SEO? J'ai-tu un problème j'envoie-tu pas assez de courriels à mes clients? J'envoie-tu trop de courriels à mes clients? Tu sais, je suis capable, au moins, si j'ai ces hypothèses-là, aussi imparfaits soient-ils, j'ai des pointers qui m'indiquent vers où je devrais mettre mon attention. C'est ça qui est difficile, dans le fond. Et c'est ça le slogan d'Adviso, hein. Le slogan, je dis le slogan, ça sonne vraiment le positionnement d'Adviso, c'est repérer et valoriser ce qui compte vraiment. Parce que c'est vraiment ça. Parce que comme tu dis, il y a un régurgie de données maintenant dans les organisations. Il y a des données, des données, des données partout. Maintenant, c'est quoi qui est important? Puis c'est quoi qu'il faut qu'on mette c'est quoi qu'il faut qu'on valorise pour atteindre nos objectifs? Ben, c'est ça c'est ça c'est tout cet art-là de structurer une approche autour de ces données-là pour qu'on puisse finalement qu'elles deviennent euh, stratégiques pour l'organisation. Si je veux exciter un peu là, ou motiver les gens qui nous écoutent à passer un peu plus de temps là-dessus, je sais pas comment est-ce que des insights peuvent m'aider à réduire le coût d'acquisition d'un client, par exemple. Ben, le coût d'acquisition d'un client, tu sais, déjà, c'est difficile à mesurer. Hein? Le coût d'acquisition d'un client, là, on a des gens autour de nous qui vont, tu sais, il y a des outils qui nous ont menti un petit peu, là. Tu sais, si tu regardes Google Analytics, il est sur du last click. Puis la majorité des gens utilisent Google Analytics pour mesurer leurs affaires ou ou les mesures de performance de Shopify, par exemple. C'est très last click. Fait que si tu considères que ton coût d'acquisition, Qu'est-ce que ça veut dire last click? last click, ça veut dire que, mettons, tu achètes un voyage. OK? Mettons là que, je sais pas, moi, tu lis dans une revue, tu entends parler d'une nouvelle hôtel boutique à Sayulita au Mexique. Je dis n'importe quoi. Puis là, tu trouves ça trippant. Puis là, tu envoies ça à des amis. Tu dis, hey, il serait cool qu'on organise un petit voyage de surf là-bas.
Puis là, à un moment donné, tu t'en vas sur le site de cette affaire-là. Là, tu oublies ça, tu passes à d'autres choses, tu t'en vas travailler. Là, 2, 3 jours après, tu as du remarketing sur Instagram. Là, tu vas recliquer dessus, tu vas peut-être repartir le dialogue avec tes amis, etc. Puis là, à un moment donné, ça repart. Puis là, à un moment donné, tu fais un souper le samedi soir avec tes amis, tu dis, hey, on le fait. Ah ouais, go, on le fait. Puis là, tu t'en vas booker. Là, tu cherches le nom de l'hôtel ou tu cherches le nom du tour opérateur chez où tu vas acheter. Tu cliques dessus, tu l'achètes. Maintenant, Google Analytics, ce qui va être écrit, le last click, il va être écrit que c'est le search qui a généré une vente. Fait Mais qu'il ne s'il n'y prend avait pas en pas eu, considération tous les points de contact qu'il y a eu exactement, précédemment. Ça, y a-tu exact. moyen de le mesurer? Oui, il y a des moyens de le mesurer, mais il faut se casser le basic. Si tu veux, tu sais, déjà, l'autre point de vue sur Instagram, il est plus facile à mesurer parce qu'il y a eu un clic, il y a eu une impression digitale à Ali. Fait que c'est quand même facile de faire le lien. Le magazine, par exemple, là, wow, un petit peu plus difficile. Tu sais, fait que toute l'énergie que les gens ils ont pris le média traditionnel puis ils sont allés vers les médias numériques. Tu sais, Google aujourd'hui, là, au Canada, c'est le plus gros média. C'est celui qui génère, en tout cas, le plus de revenus des annonceurs au Canada actuellement. Il prend à peu près le tiers de tous les investissements publicitaires. Pourquoi? Parce que il a su, à la fois, il vend un clic, donc il vend une action qui est plus proche d'un achat qu'un magazine qui va vendre une exposition peut-être à, tu sais. Mais il y a aussi le côté que il y a aussi Google Analytics dans l'histoire qui ne raconte pas toute l'histoire. Mais c'est compliqué ça, tu sais, de savoir ça. Les humains normaux ne savent pas ces affaires-là. Même les marketeurs, il y en a une couple que ça fait leur affaire. Ils savent très bien que c'est pas le last click. Mais si toi, tu es responsable du search dans une organisation, tu vas peut-être trouver que c'est une bonne idée que cette histoire-là est pratique pour toi. Ça te permet de raconter l'histoire que tu veux. Exactement. Fait que quand je te dis que Ouais. c'est people process plus que plateforme, c'est ça que je veux dire. Tu sais, fait que tu sais, le magazine, lui, là, ce qu'on fait maintenant en médias, on retourne à des activités que dans les années 70, les gens faisaient. Du MMM, du Marketing Mix Modeling. Et on va faire ce qu'on appelle de la régression linéaire. On va regarder qui a réussi à avoir la plus forte causalité. Fait que, et là, on va rentrer notre data de magazine dedans. On va rentrer notre data de billboards. On va rentrer notre data de télé qui est difficile à mesurer par rapport à des clics. Et on va être capable de voir l'effet, la corrélation minimalement, ou encore mieux, la causalité qu'on a réussi à créer avec ces affaires-là. Pour ça, ça prend le data, faut l'utiliser le data, il faut le rendre exploitable. Ça, c'est un art aussi. Et il faut mesurer, il faut avoir donc cette culture-là dans l'organisation. Sinon, le data, il peut nous donner des fausses pistes aussi. Tu sais, c'est ça mon point. Si on n'a pas une bonne culture de data, puis on n'a pas une culture de challenge, puis on n'a pas une culture de t'es-tu certain de ça? Puis que ça soit valorisé. OK? Combien de clients m'ont dit hey, je le sais bien que c'est last click, là, puis mais tu sais, regarde, mon VP, c'est ça qui check. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais continuer de même. Mais tu sais, on s'entend que pour l'organisation at large, c'est pas la bonne affaire à faire. Là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit par rapport aux médias traditionnels. Comme, comment tu fais pour calculer le retour sur. Tu sais, est-ce que tu l'isoles? Est-ce que tu te dis, écoute, moi, j'arrête mes pubs sur le digital pendant un mois, je fais runner ma pub magazine puis mon billboard, puis je regarde qu'est-ce que ça donne? Tu sais, est-ce que. Non, Parce tu que peux pas faire ça parce que, c'est pas réaliste de faire ça. Euh, Personne va arrêter ses pubs digitales parce que, encore là, en last click, ça dit que c'est ça qui répète tout. Deuxièmement, c'est souvent une combinaison. Tu sais, la vie est plus complexe que de dire j'ai vu une bannière, cliquer dessus, j'ai acheté. Tu sais, l'exemple que je t'ai donné sur le voyage, ça ressemble plus à ça en général, une conversion. Il va y avoir plusieurs touch points, il va y avoir du bouche à oreille, il va y avoir toutes sortes d'affaires là-dedans. Fait que, il faut que tu les fasses rouler en même temps, mais que tu réussisses à prendre tes données puis à les mettre dans un format qui est comparable d'un à l'autre. Alors que c'est très difficile, mais qui donne une idée du volume ou de l'effort que tu as mis. Fait que par exemple, je sais pas si tu as une campagne de 30 jours d'affichage média, tu vas évaluer environ l'exposition. Tu vas avoir des données qui vont être imparfaites, de gens qui passent à côté sur le pont Jacques-Cartier à telle heure, puis tu vas avoir ton volume d'exposition par heure approximatif. Tu vas le rentrer dans ton affaire, tu vas avoir ton digital qui roule en parallèle, tu vas avoir ta radio qui roule en parallèle, qui vont partir à des dates différentes. Tu vas tout rentrer ça dans un flux de données qui est comparable. Donc, tu vas montrer l'exposition entre les deux et tu vas être capable de trouver c'est où tu as la plus forte corrélation. C'est parce que, oublie pas, là, on était dans un monde avant où il n'y avait aucune mesure directe. Tu sais,
avant 2000, là, il n'y en avait pas de mesure de clic, de mesure d'impression, tout ça, il n'y avait rien de ça. Puis on faisait du marketing, puis les marketeurs n'étaient pas des imbéciles, ils faisaient du MMM à l'époque pour déterminer justement l'effet causal d'une bannière ou d'une annonce dans le journal. Là, on est revenu à un monde dans le clic. Fait que là, on regarde les clics. Y a-tu cliqué, y a-tu pas cliqué? Ali, y a-tu cliqué? On s'en sac qu'Ali a cliqué ou non. L'important, c'est de savoir ce qu'on a mis, notre bunch de budget, y a-tu un plus gros impact là que là? Tu sais, on s'est fait un peu omnubilé par, puis on plaide coupable chez Adviso en passant, là, on a amené les gens vers ça, OK? Mais là, on est en train de faire un retour vers le MMM d'avant, mais avec de la data beaucoup plus real-time, beaucoup plus puissante, beaucoup plus nombreuse, puis on a des ordinateurs qui nous permettent de la processer, cette data-là, puis puis on est capable, mais il faut prendre les mêmes techniques qu'on utilisait dans les années 70-80. Fait que on fait un retour en ce moment au MMM, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. Puis on oublie le clic, on oublie. De toute façon, les signaux autour des clics précis ou des impressions précises, ils sont tous pétés en ce moment par la loi 25, la disparition du cookie. Toutes ces affaires-là, ça fait que les signaux numériques de Ali, as-tu cliqué, as-tu pas cliqué, sont tous pétés, ces signaux-là. Anyway. Fait qu'on s'appuie sur du mauvais data. Fait qu'il faut revenir à des techniques comme celle-là. Tu as touché à la notion des cookies. Ouais. Là, les cookies third party, entre autres, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi des cookies tiers Ouais. qui, avec leur disparition progressive, quel impact ça va avoir sur la récolte des données? Parce que là, est-ce que ça va impacter notre fameux je vais sur le site, là, ça m'apparaît sur Instagram, Facebook, puis sur TikTok, puis après ça, je 3-4 bannières pendant que je fais des recherches, puis après ça, je l'achète. Fait quel impact ça va avoir sur la qualité l'accès aux données puis la qualité des données? Ben, l'impact est déjà là. Il est déjà très présent, cet impact-là. Un cookie tiers, dans le fond, c'est quand tu dis j'ai mon site locationd'outils.com, OK? Puis que le site locationd'outils.com peut avoir ses propres cookies. Ça, c'est des cookies primaires. Donc, il peut dire quand Ali vient sur mon site, il a cliqué sur français. Je veux qu'Ali, quand il revient, ça soit le site soit déjà en français. Fait qu'il va utiliser un cookie pour faire ça. Ça, c'est un cookie Ça, c'est les primaire. fameux pop-up qu'on a quand on va sur un site web. Est-ce que vous acceptez les cookies? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Okay. Un cookie primaire, ça, c'est encore là. C'est encore, il n'y a pas d'abolition des cookies primaires. Un cookie primaire, c'est locationd'outils.com qui met un cookie sur ton ordinateur. Parce que c'est ça un cookie, hein. C'est le site web qui dépose un fichier sur ton ordinateur. Puis quand tu reviens sur ce site-là une autre fois, il va aller voir s'il a déposé un fichier sur ton ordinateur. Puis là, il va dire, ah, j'ai déposé un fichier là, puis il va lire le contenu. Puis dans le contenu de ça, il va être écrit, par exemple, Ali préfère le site en français, donc je vais ouvrir mon site en français. Fait que ça, c'est un exemple. Ça, c'est cookie primaire. Cookie tiers, c'est quand tu mets, et c'est ça les cookies tiers qui sont problématiques maintenant parce qu'ils sont abolis par les navigateurs, c'est quand tu utilises le cookie de Facebook, OK, pour pouvoir savoir si quand tu as acheté de la pub sur Facebook ou sur Instagram, quand la personne est venue sur ton site, est-ce que ça a marché ou pas? OK, c'est ça que Google et Facebook vont utiliser pour dire, de l'autre bord, la pub que tu as achetée, elle a-tu amené une conversion ou pas? OK? Ça fait plus que ça, mais ça fait notamment ça, les cookies tiers, et ceux-là sont bloqués. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ils sont de plus en plus bloqués, je te dirais. Ce que ça fait aujourd'hui, ça fait deux affaires. Ça fait que, premièrement, tes conversions, ce qui se passe sur ton site, c'est ce que Google et Facebook te disent qui se passe sur ton site n'est pas aussi vrai qu'il l'était avant. OK? Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que Facebook lui-même capture de la donnée, et cette donnée-là qu'il capture, elle est beaucoup moins précise qu'avant. Donc, si moi, je veux cibler des gens qui aiment les chats, OK? Ben, avant, si je voulais rejoindre 100 personnes qui aiment les chats, je devais faire un certain nombre d'impressions. Je dis n'importe quoi, je devais faire 1000 impressions. Maintenant, vu que Facebook a des moins bons signaux, je dois présenter peut-être 2-3 fois plus d'impressions avant de trouver mes bonnes personnes. En achetant plus d'impressions, ben, ça me coûte plus cher parce que j'achète au CPM, j'achète au coût par 1000 impressions. Fait que ça me coûte plus cher d'acheter des impressions. Puis que tout le monde se met à acheter plus d'impressions, ça fait augmenter les prix aussi. Ça, c'est une vente aux enchères. Fait que grosso modo, en ce moment, ce que ça fait, c'est que ça fait que tout coûte vraiment plus cher. Atteindre le même objectif marketing sur les plateformes comme Google et Facebook, ça coûte vraiment plus cher actuellement. OK? Fait que ça, c'est le gros impact. C'est énorme parce que Facebook et Google ensemble, OK, je te dis ça très approximativement, mais c'est autour de 9 milliards de dollars au Canada
sur 15 milliards total dépensés par les annonceurs. Donc 9 milliards qui coûte, en fond, qui performe vraiment moins qu'il performait il y a quelques années. Fait que ça coûte plus cher, les données sont moins précises. Les données sont moins précises, donc ça coûte plus cher aux annonceurs. C'est quoi le play? C'est quoi la stratégie? Nous, le play, ce qu'on recommande, c'est de faire un retour aux données primaires, c'est-à-dire d'aller voir le plus possible de données primaires, c'est-à-dire d'avoir des façons de capturer des audiences dites durables. Ok, c'est-à-dire d'avoir un courriel, pour ne pas le nommer souvent, et d'avoir la capacité d'ajouter du contexte à ce courriel-là. Donc, si j'ai ton courriel, de dire ben, Ali, quand il vient sur mon site, il m'a démontré qu'il aime les chats, il m'a démontré qu'il aime les voyages à Sayulita, puis il m'a démontré qu'il est très engagé, il a acheté souvent, il n'a pas acheté souvent. Ah, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le fond, un courriel tout seul, ça vaut rien. Mais un courriel avec un contexte très précis, ça vaut beaucoup. Donc, de comprendre, de comprendre ça déjà, c'est qui mon visiteur qui a une très grande valeur puis un autre qui n'a pas une très grande valeur, ça c'est un des points. Mais aussi de développer mon autonomie à rejoindre mes clients sans avoir besoin d'une plateforme tierce. Ça, c'est l'autre secret. Puis, les plateformes tierces, de plus en plus, si tu as du contexte, fait que si j'ai 100 000 courriels, puis que je vends des accessoires pour animaux, mettons, puis que j'ai la capacité de dire, voici les 33 000 courriels qui aiment les chats, mais c'est stratégique pour moi. Ben, au lieu d'avoir juste un moton de 100 000 courriels puis de leur parler de chat, là, je peux parler au bon moton. Donc, même si ça coûte un peu plus cher, je vais choisir mes impressions. Je vais choisir à qui je présente mon information. Donc, je vais prendre mon 33 000 courriels puis je vais le matcher sur les sites comme Facebook ou sur des sites comme la presse, par exemple. Je vais pouvoir faire ça maintenant. Je vais matcher mes 33 000 courriels. Je vais dire à la presse, hey, t'es rejoins-tu ces gens-là? Oui. Parfait, je vais leur parler. Fait qu'en utilisant le courriel, je vais être beaucoup moins victime finalement des cookies tiers. Parce que les cookies tiers, souvent, c'est la presse qui me dit, ou Facebook qui me dit, je peux te dire qui aime les chats. Mais moi, je sais à qui je parle déjà qui aime les chats. Fait que je veux aller chercher, je vais dire à Facebook, OK, t'as 1 million de personnes qui aiment les chats. Moi, j'en ai 33 000 à qui je parle déjà. On va les exclure, ceux-là. Fait qu'on va juste parler à ceux qui. Tu comprends? Fait que ça me permet vraiment d'exclure les gens à qui je parle déjà. Ça me permet de focuser sur les bonnes personnes, les bons nouveaux clients potentiels. Puis ça me permet aussi d'avoir des signaux sur ce qui se passe vraiment dans mon organisation. Par exemple, quand on a des données primaires vraiment très sérieusement étudiées à l'interne, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner toutes les données comportementales. Fait que ce que tu viens faire sur le site, comment tu te comportes sur le site, on va l'attacher avec tes transactions financières. Et ça, c'est quelque chose que les gens font pas souvent. Puis ça crée énormément de valeur. Parce que les transactions en magasin, si tu arrives à les attacher au email en question, alors qu'avant, il était anonyme, bien là, tu sais que quand tu as envoyé tel email, tu as déclenché un achat en magasin. Mais si tu ne le savais pas avant, tu sais, fait que c'est tout ce virage-là, là, dans le fond, qu'on essaie de faire avec nos clients, vers les données primaires, vers les données transactionnelles offline avec les données comportementales online. C'est en combinant ces deux-là qu'on comprend vraiment ce qui fait bouger nos clients, ce qui fait acheter en ligne, ce qui fait acheter en magasin. Parce que, tu sais, au Québec, on va pas se leurrer, là, c'est 15 à 20 là, les volumes de e-commerce. Les bons magasins e-com, ils font 15 à 20 en e-com. Fait qu'il y a 80 qu'il faut comprendre puis mieux expliquer, là. Fait que je te fais ça court, mais ça ressemble à ça. Mais c'est super intéressant, mais est-ce que c'est pour ça, par exemple, qu'on me demande parfois mon courriel quand je vais en magasin faire une transaction, je dis pas moi chez H&M ou chez Zara, c'est pour être capable de reconnecter? Oui, 100%. Ça démontre dans ce cas-là l'importance d'avoir les fameuses cartes de fidélité ou autres, là, parce que ça, j'imagine, ça connecte automatiquement ton profil en ligne et ton profil en magasin. Oui, parce que exactement. Ça, c'est l'objectif numéro 1 des cartes de fidélité, c'est de matcher ton historique. Dans le fond, c'est de donner un incentive au consommateur de faire matcher ses données. Fait que tu dis, je vais pouvoir faire matcher tes données, moi, ça va me servir à te vendre plus dans l'avenir, puis toi, en échange, je vais te donner des points. Fait que ça te permet de faire... dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est que ça te prend un échange de valeur entre ton consommateur. Si tu veux lui demander de la donnée, il faut que tu y offres quelque chose en retour. Fait que, tu sais, à un moment donné, le consommateur dit, écoute, tu veux mon courriel, OK, pourquoi? Pour m'envoyer du spam? Tu sais, il y a un peu ça, là. Mais si je te dis, ben, quand tu vas faire un achat, puis tu scannes ta carte, ben, tu vas avoir une récompense, tu sais.
Fait que là, soudainement, ça devient un échange de valeur, il y a un échange de bons procédés qui se fait. On paye le consommateur jusqu'à un certain point pour avoir un accès à ces données. Puis ça fait qu'on est un marketeur plus intelligent de l'autre bord, puis qu'on investit sur les bons clients, puis qu'on gaspille moins notre argent sur des placements qui fonctionnent pas. Fait que, écoute, nous, on croit tellement à ça qu'il y a presque 2 ans maintenant, on a acquis une firme spécialisée en programme de loyauté, là. Fait que ce que tu viens de mentionner là, on peut pas être plus d'accord avec ça. On a acheté une firme, on a acheté les meilleurs là-dedans pour justement exploiter beaucoup mieux encore les données offline et tout ça. Fait que c'est à dire à quel point on y croit, là. Mais ça veut dire la vraie valeur d'un programme de fidélité, c'est pas le fait que je vais ramener un client dans mon magasin parce que j'y donne 10 pièces de rabais puis il va peut-être acheter pour 50 pièces. La vraie valeur, c'est j'ai du data qui va faire en sorte que je suis capable de mieux cibler puis que mes campagnes me coûtent moins cher puis deux, que mes campagnes soient plus ciblées. C'est les deux, parce que dans le fond, la première étape, c'est la deuxième que tu as mentionnée, c'est-à-dire mieux comprendre tes clients, mieux comprendre où les rejoindre les nouveaux clients, etc. Donc, mieux maîtriser tes coûts puis être un meilleur marketeur plus pointu. Le premier volet que tu as mentionné, tu as dit, il va avoir, par exemple, je sais pas moi, un bonus sur telle bouteille à la SAQ avec le programme Inspire si tu achètes telle bouteille. Ça, c'est une fois que tu as compris tes données. Là, tu sais que tel client, il est un client à haut potentiel pour telle catégorie. Mais là, tu vas essayer de conditionner son comportement. Tu vas essayer de modifier son comportement en faisant des offres ciblées. Donc, le premier volet que tu as mentionné, c'est en fait, ça, c'est la deuxième étape. Quand tu comprends tes clients, tu es capable de les faire agir différemment en envoyant un message ciblé à un client et dire, hey, je te donne un rabais sur telle affaire. Parce que dans le fond, tu prends l'hypothèse que ce client-là, il l'aurait peut-être pas acheté. Si tu donnes un incentive supplémentaire, il va le faire, il va aimer ça, puis il va en racheter dans le futur. Fait que c'est la deuxième étape. C'est une fois que tu as compris tes données, comment tu vas, sur quel bloc de clients tu vas agir, puis comment tu vas agir. Puis là, tu peux faire des tests, tu peux regarder et c'est comme ça que tu vas faire passer des clients occasionnels à fréquents. C'est comme ça que tu vas passer des clients fréquents à très grands. C'est comme ça que tu vas faire passer c'est comme ça que tu vas dire, hey, ce client-là, là, peu importe ce que je fais, il bouge jamais. Je vais arrêter d'investir de l'argent dessus. Fait que ça te permet de dépenser tes dollars d'une façon beaucoup plus intelligente, puis de rendre tes clients heureux aussi. Les clients sont heureux quand tu leur proposes un produit qui les excite, qui est pertinent pour eux, puis qui vont avoir un incentive en plus dessus. Ils vont être plus satisfaits, puis ils vont aller plus chez toi, là. En B2C, je trouve que ça se fait bien. En B2B, est-ce que c'est plus compliqué? Tu sais, je sais pas, moi, l'exemple d'un cabinet comptable ou un cabinet d'avocat. Tu sais, il n'y a pas de carte de fidélité, là. Je veux dire, est-ce qu'on est pris à vraiment taper du data de façon manuelle dans un CRM, par exemple, pour essayer de catégoriser nos clients? Moi, je pense que en B2B, ça fonctionne très bien. Ça se fera pas sous forme de points, là. Ça va pas être, je t'envoie une mise en demeure gratuite à l'achat de 9 mises en demeure. Ça va plus être, par contre, de dire, ça, c'est des bons clients. Puis, eux autres, là, ils ont le fort potentiel d'être des bons clients. Comme nous, par exemple, chez Adviso, on va faire un programme relationnel B2B, puis on va inviter des clients qui sont à fort potentiel dans des événements. On va leur faire vivre une expérience. Ça va plus être relationnel, expérientiel. Donc, on va donner des accès privilégiés, on va donner l'accès à, ouais, c'est ça, un contenu particulier, on va donner accès à un événement particulier. Donc, Mais la donnée brute, c'est un humain, là. C'est la personne au service conseil qui a dit cette personne-là, ce client-là, fort potentiel, lui a mis ça dans un document. Fait que si c'est un fort potentiel, la prochaine action, c'est on l'invite à l'événement XYZ. c'est Est-ce un que c'est ça? mélange de deux affaires. Oui, tu as raison. People est super important. Dans un processus B2B, ta donnée, elle vient souvent de ton CRM. Tu as 100% raison. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment raté en général, là, les CRM, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Moi, je pense que c'est de rentrer de la bonne donnée dans ton CRM. Tu sais, pour moi, je dis souvent à des clients qui ont des problèmes comme ça, ah, mes vendeurs, ils rentrent pas de data dans le CRM, ils veulent pas. Je dis, OK, si la personne qui travaille aux pièces dans ton entrepôt, elle volait des pièces, tu ferais quoi? Je le crisserais dehors. Ah, OK. Ben, ton vendeur qui rentre pas de data sur les clients qu'il rencontre, qui appartiennent à la business, c'est du vol aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est plate, là, mais ça fait partie de la job d'un vendeur de documenter puis de donner l'information sur les relations qu'il crée pour l'entreprise. Fait que c'est un peu le même principe. Puis ça, c'est malheureusement, tu peux pas passer à côté de ça. Fait que oui, il y a le côté CRM qui est important, mais il y a aussi le côté transactionnel. Tu sais, ton équipe comptable est capable de te redonner de l'information sur la rentabilité de tes clients, sur le volume d'affaires de tes clients,
Parce que des fois, il y en a qui parlent pas fort, t'entends pas parler, nanana, mais ça fait son chemin, puis il y en a du volume qui se fait. Fait que c'est un mélange de ces deux éléments-là qui va te donner des réponses pour tes segments de clients. Ça revient de la segmentation, dans le fond. Ouais. Tu sais, puis de bien comprendre cette segmentation-là, puis la raffiner avec le temps. Jean-François, en 2019, bien avant le gain en popularité de ChatGPT puis des différents outils là, en intelligence artificielle, tu es allé chercher une certification en IA au MIT School of Management. Oui. C'est un sujet qui est sur ton radar depuis plusieurs années. Quel rôle est-ce que l'IA devrait jouer dans l'exploitation des insights? L'IA est capable de nous montrer des comportements que intuitivement, comme humain, on n'aurait pas vu. Hmm. Parce qu'elle est capable de processer un nombre de data qui a juste pas de limite. Donc, elle est capable de nous donner, tu sais, l'exemple de, par exemple, je sais pas moi, les gens qui, je veux vendre des pizzas, puis je me rends compte que quand je mets des photos de chats, ça marche mieux. Tu sais, le lien, puis ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire là, mais l'idée, c'est de dire, des fois, l'IA va nous dire, les gens qui aiment les chats ont une plus forte propension d'acheter des pizzas. Puis ça, intuitivement, l'humain ne l'aurait pas trouvé. Fait que Hmm. le machine learning peut nous pointer dans des directions qu'on n'aurait pas trouvées comme marketeur. Le machine learning peut nous aider à proposer un bon message au bon client at scale. Tu sais, la personnalisation, là, at scale, c'est impossible. Tu sais, de dire Ali aime les chats, Jean-François il aime les perruches. Euh, at scale, tu sais, quand t'as 1 million de clients, c'est quasiment impossible. Il faut que tu aies des outils déjà pour comprendre tes segments, mais agir avec des messages écrits avec du texte qui sont personnalisés, faire le choix du produit que tu vas mettre dans une infolette ou sur la page d'accueil de ton site et peut-être même faire du graphisme de manière automatisée en Hmm. lien avec ces insights-là. Fait que toute cette chaîne-là, elle peut être optimisée par, pas juste optimisée dans le sens gain de productivité, mais aussi dans le sens de pertinence. Aussi dans le sens de meilleure écoute. Tu sais, l'IA te permet d'écouter quasiment individuellement chacun de tes clients. Puis elle te permet de leur parler individuellement aussi, parce que tu peux faire des choses que tu peux faire à l'échelle des choses qui avant étaient impossibles. Donc, moi, c'est là que je le vois, là, dans le fond, de façon générale, l'apport de l'IA en marketing. Fait que c'est de l'hyper-personnalisation qui va mener vers une meilleure performance à la fin. Je pense que oui. Ouais. Je pense que Est-ce oui. que tu as des exemples d'entreprises qui utilisent bien l'IA pour exploiter leurs données sans nommer c'est qui, là? Ou est-ce qu'on est encore trop tôt dans le processus puis la plupart sont en mode exploration? Ben, tu sais, l'IA, là, ça fait des années qu'on l'utilise. Tu sais, je veux dire, quand tu es en train de faire une campagne sur Meta, tu utilises l'IA. Tu sais, dans le sens où tu utilises l'IA indirectement, mais tu utilises des composantes d'IA qui sont intégrées dans une interface d'achat en ligne. Fait que, et tu peux utiliser ou pas bien utiliser l'IA. Tu sais, je te donne un exemple en achat média. Il y a toutes sortes de techniques, là. Il y a des gens qui vont dire, ben, ça nous prend un groupe d'annonces différents pour chaque client. Puis là, ils vont comme séparer toute leur data dans plein de petits silos, puis ils vont comme empêcher de travailler l'IA. Mais Hmm. si maintenant, de plus en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper dans des plus grands ensembles, puis on va laisser l'algorithme exposer puis apprendre, dans le fond. Fait que je te dirais, tu sais, j'en ai plein de clients qui utilisent bien l'IA ou que nous, on utilise bien l'IA pour eux parce qu'ils laissent la place, ils créent les conditions gagnantes pour qu'un algorithme puisse faire son travail, dans un sens. Puis, par exemple, c'est un exemple niaiseux, mais une des choses qui fait qu'on est plus capable d'utiliser l'IA, c'est d'avoir des clients qui nous laissent faire des campagnes always on. OK? Versus faire des campagnes. Faire une campagne, souvent, ça prend la forme de dire telle date, on part notre message, telle autre date, on dit tel autre message, puis après ça, c'est fini. Ça, c'est old school pour moi. C'est la vieille façon de faire les choses. Quand tu es always on, ben, tu apprends tout le temps. Tu as un flux d'informations qui vient. Fait que déjà, avec l'IA rendu qui est déjà dans les plateformes, et cette logique-là de dire on laisse aller nos algorithmes pendant longtemps, ils apprennent, ils détectent des nouveaux patterns, ben ça, c'est déjà un client qui utilise l'IA parce qu'il laisse travailler l'IA. OK?
Fait après ça, des clients qui ont dit, OK, nous, on va vraiment avoir, tu sais, vraiment développer l'IA. Il y en a de plus en plus, puis il y a eu plein de programmes gouvernementaux aussi qui sont arrivés pour aider les entreprises à faire ça. Tu me parlais d'eux en location d'outils. Je sais qu'ils font un grand programme d'IA en ce moment, justement pour faire ce que je disais tantôt, pour amener le bon produit dans la bonne cour, au bon endroit. Ils vont utiliser l'IA pour ça. Mais il y en a plein, là. Il y en a plein, mais utiliser l'IA, ça veut pas nécessairement dire de développer de l'IA à l'interne. C'était juste ça le message que je voulais amener, là, tu sais. Non, écoute, tu m'as donné, c'est sûr que tu m'as donné envie là, avec cette conversation-là d'aller creuser plus dans nos données, nous à l'interne chez Studio K, puis de voir c'est quoi les opportunités qu'on a. Jean-François, est-ce qu'il y a un sujet auquel on n'a pas touché que tu aimerais aborder? Ben, il y en a plusieurs, mais je veux dire, je pense que c'est une belle première conversation, Ali. On pourra prendre la chance peut-être de faire un épisode 2 Avec grand éventuellement plaisir. ensemble. Tu poses des bonnes questions, t'es Jean-François, un gars allumé, je t'aime beaucoup, IA, Ali, fait que gêne-toi pas. J'ai failli c'est t'appeler gentil. IA, imagine-toi donc. Jean-François, je parlais récemment avec Paul Gauthier dans un autre épisode, le cofondateur de LG2, Ouais. puis eux, de leur côté, ils ont entamé un processus de transfert de propriété. Toi aussi, tu es présentement en processus de transfert d'entreprise à tes Ils sont mes employés. inspirations, d'ailleurs, les plus importantes. Fantastique, fantastique. Puis, tu as le désir, c'est ça, de garder Adviso comme une entité québécoise. Oui. Euh, Tu vas faire quoi après ton transfert? Écoute, c'est une grosse question que beaucoup de gens autour de moi, dont ma blonde, aimeraient que je réponde très bientôt. J'ai plein de Ça la projets. stresse? Je t'investis je t'investis dans des domaines que j'adore, le vin puis le Chic Shack aussi, le ski, le Chic Shack en Gaspésie. Je t'investis dans toutes sortes d'investissements avec mon partenaire Simon qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui chez Adviso, mais on avait encore le goût d'exercer notre complémentarité sur des nouveaux projets. Donc, on est sur ça. Je suis aussi professeur à HEC Montréal, donc je donne beaucoup de cours là-bas. Je m'implique dans différents projets. Fait que je te dirais que moi, j'ai peur du vide un peu des fois, pour être transparent. Les gens autour de moi me disent, ben là, non, là, tu devrais pas avoir tant de vide que ça. Donc, je te dirais que je suis en plein dans cette transition en ce moment. Donc, j'aimerais te répondre, mais je connais pas les réponses parfaitement moi-même. Encore. Mais je suis pas inquiet pour toi. Après ce que tu me dis, je pense que tu vas être. T'as pas mal de projets qui vont te tenir occupé. En prenant du recul, puis en regardant ton parcours des 20 dernières années, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si c'était à refaire? Ça a l'air vraiment con, mais j'ai pas tant de choses que je ferais vraiment différemment parce que même les erreurs que j'ai faites, comme par exemple, tu sais, avoir été 4, est-ce que c'était une erreur ou pas une erreur? Je pense même pas que c'était une erreur. C'était un, Ça a été ça, tu sais, puis on a appris plein d'affaires de ça, puis fait que j'ai pas d'erreur monumentale que je me dis ça c'était vraiment, tu sais, c'était pas une bonne idée de faire ça. J'en ai plusieurs là, tu sais. Ch- Mais j'ai rien là que je dirais là, faudrait que, tu sais, tu sais, je trouve que chaque erreur fait partie du chemin, puis qu'elle a été finalement une bonne chose. Tu sais, fait que, Source d'apprentissage. ouais, fait que je sais que c'est plate comme réponse, puis c'est pas ça que t'aurais voulu entendre, mais c'est ça pareil. Ben Jean-François, un grand merci. Un grand merci pour ton temps. Bravo pour tes 20 belles années là, de carrière dans une industrie qui a beaucoup évolué, qui va continuer à évoluer Ouais, à un rythme de fou, là, honnêtement, dans les prochaines années. Bravo pour ce que tu as bâti chez Adviso, puis de la vision, puis du désir que tu as eu là, de garder ça une entité québécoise puis indépendante. merci Ali, très apprécié, puis bonne chance avec l'analyse de données chez Studio K. C'était le goût qu'on en parle, ça me fait plaisir.